Dans ce chapitre, nous allons parler du transport des gaz vers les tissus périphériques. Et nous allons parler également d'un gaz toxique qui est le monoxyde de carbone, CO. La circulation sanguine est le véritable transporteur des différents gaz à travers tout l'organisme. Leur longueur totale, en tenant compte des veines, des vénules, des artères, des artérioles, que ce soit dans la petite circulation, c'est-à-dire la circulation pulmonaire, ou la grande circulation, la circulation systémique, l'ensemble constitue à peu près 100 000 km de longueur. Les poumons se déchargent en oxygène au niveau du globule rouge, de l'érythrocyte, et ils prennent en charge le déchet organique qui est le dioxyde de carbone, qui est issu du métabolisme musculaire de par son activité. Le système qui va véhiculer, transporter les différents gaz, ce sont les globules rouges. Les globules rouges sont les éléments les plus nombreux dans le plasma. On en dénombre 5 à 6 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Leur forme est biconcave, vous le savez. Cette biconcavité est essentielle car elle est adaptée au travail de l'érythrocyte, car elle offre une surface maximale d'échange par rapport au volume. Il faut savoir qu'une forme plane pour des échanges membranaires est mieux qu'une surface arrondie. De plus, il faut savoir que le globule rouge est composé de membranes plasmiques avec une composition particulière qui fait que la composition en phospholipides de la membrane plasmique du globule rouge est particulière parce qu'elle peut se déformer facilement, afin que les globules rouges puissent aller dans les plus petits vaisseaux de notre organisme. Ils peuvent se déformer, une déformation facile. Leur composition, essentiellement composée d'hémoglobine, d'une protéine qu'on appelle l'hémoglobine, hémo-sang. Combien nous en avons? Nous avons à peu près 300 millions de molécules d'hémoglobine par globule rouge. 300 millions. Les globules rouges s'adaptent parfaitement à ce genre de transport. Leur biconcavité, je le rappelle, est tout à fait caractéristique. Lorsque les globules rouges ont une forme différente, par exemple dans le cas de drépanocytose, des globules rouges dits falciformes, la déformation est relativement difficile et donc ils ne peuvent pas transporter correctement le sang à tous les endroits de l'organisme. Ils peuvent provoquer ce qu'on appelle des thromboses, c'est-à-dire blocage de certains vaisseaux sanguins quand les vaisseaux sanguins sont relativement petits. Et cela peut conduire à des problèmes graves au niveau, par exemple, du cerveau. Les cellules nerveuses, au niveau des encéphales, ont besoin d'oxygène. Sinon, pas besoin d'oxygène, ce qu'on appelle, sinon, pas accès à l'oxygène nécessaire, ils peuvent donc se nécroser et provoquer ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui peut être fatal à l'individu. D'où l'importance des globules rouges dans le cas de transport sanguin des différents gaz. La composition, la concentration en molécules d'hémoglobine dans le plasma sanguin, que ce soit au niveau artériel ou veineux, vous avez des globules, des concentrations moléculaires d'oxygène. La concentration en molécules d'oxygène entre le sang artériel et le sang veineux est relativement élevée, 7,3 10 puissance 22 molécules. Dans le cadre du sang artériel, il est plus oxygéné. Le sang veineux, lui, est moins oxygéné. La différence est significative. Par contre, le CO2 artériel et le CO2 veineux, la différence est relativement faible. Comme vous pouvez le voir, 4,1
à 10 puissance 8, 10 puissance 23 molécules de CO2 par mètre cube de sang, alors que le sang veineux en a un petit peu moins, un petit peu plus, comme vous pouvez le voir. Il est enrichi, le sang veineux, en CO2. L'eau est importante au niveau du plasma. La concentration, la quantité de molécules par mètre cube est de 3,1 10 puissance 28 molécules, inchangées. Parlons un peu de l'hémoglobine, cette protéine que certains appellent une protéine intelligente. On verra pourquoi. Donc cette protéine, sa concentration dans le sang est de l'ordre de 15 grammes pour 100 millilitres de sang. C'est le transporteur fondamental de l'oxygène et du CO2. Nous le verrons. Essentiellement de l'oxygène. Sa forme est une hétéroprotéine de poids moléculaire 68 000 Dalton. C'est une hétéroprotéine, donc c'est une protéine tétramérique. Hétéroprotéine. Les quatre sous-unités ne sont pas toutes identiques. Elles sont identiques 2 à 2. Chaque partie de la protéine s'appelle la globine. La globine est composée en elle-même de deux parties bien distinctes. La globine protéique, c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés avec une conformation tridimensionnelle bien précise, et puis un groupement particulier, celui sur lequel vient se fixer l'oxygène, qu'on appelle l'hème, ou le groupement prosthétique. On en trouve également de ce genre de groupement dans les réactions d'oxydoréduction de certains cytochromes. Le groupement prosthétique. La globine, c'est donc l'hémoglobine est donc une protéine tétramérique, 4 fois 17 000 Dalton. Il existe 4 chaînes polypeptidiques différentes de l'hémoglobine. Les chaînes dites alpha, bêta, gamma et delta, qui sont différentes de simplement quelques acides aminés, des différences minimes. Chez l'adulte, majoritairement, à 98%, on trouve la forme alpha 2, bêta 2, c'est-à-dire 2 molécules alpha, l'une en face de l'autre, et 2 bêta, l'une en face de l'autre, pour former le tétramère. Chez certaines personnes, pour 2% des individus, elle est de la forme alpha 2, delta 2. Une forme différente au niveau de la molécule bêta, qui est une molécule delta. Pour 2%, donc minoritairement. Chez le fœtus, c'est-à-dire l'embryon à l'intérieur du ventre de la mère, l'hémoglobine, ça s'appelle l'hémoglobine de type F, elle est de l'ordre, ou l'hémoglobine fœtale, elle est de la forme alpha 2, gamma 2, pour pratiquement 100% des fœtus. Donc au niveau de la naissance, ou à la naissance, le gamma 2 se transforme immédiatement en bêta 2, donc une autre protéine, majoritairement et minoritairement en delta 2 pour l'hémoglobine de type A2. Ce qui peut penser un certain nombre de réflexions, c'est-à-dire à la naissance, vous avez une fabrication par la machinerie cellulaire d'une molécule un petit peu différente au niveau de la naissance. Le premier cri du fœtus induit une modification, un gène différent qui va aller chercher une autre forme au lieu de alpha 2, de gamma 2, du bêta 2 majoritairement et du delta 2. La question que l'on peut se poser maintenant, d'où viennent les érythrocytes et comment se forme l'hémoglobine? Les cellules érythrocytaires proviennent de l'hématopoïèse.
et en particulier, comme vous pouvez le voir, dans un schéma que vous connaissez d'ailleurs, dans le cadre de l'immunologie, c'est un schéma qui montre la formation de l'ensemble des cellules, des éléments figurés du sang. Les érythrocytes sont des cellules qui proviennent d'une cellule souche dite myéloïde. La cellule souche myéloïde va générer une cellule progénitrice, l'érythroïde progénitrice. Si on administre dans le bas du tableau, dans le bas du schéma, si on administre une hormone dite EPO, érythropoïétine, cette hormone érythropoïétine va dénucléer, enlever le noyau à l'érythrocyte progénitrice et il va donc donner des cellules, on ne peut plus les appeler cellules puisqu'ils ont perdu le noyau, donc des sacs érythrocytaires, des globules rouges, par l'EPO. Donc c'est un catalyseur de cette réaction. Il faut savoir que l'EPO est une hormone qui peut être une hormone dopante. Quand elle est naturelle, elle forme de manière naturelle un certain nombre d'érythrocytes, elle induit la formation d'un certain nombre d'érythrocytes. Quand elle n'est pas naturelle, quand elle est injectée, elle peut effectivement conduire à une augmentation du nombre de globules rouges dans le sang, ce qui induit obligatoirement une capacité de captation d'oxygène plus importante, donc des performances plus importantes. Mais l'inconvénient immédiat, c'est que le sang devient visqueux. Et si le sang devient visqueux, le cœur doit devoir travailler plus, de manière à ce que la répartition des gaz soit relativement normale dans tous les organismes. C'est pour ça que c'est une hormone qui est interdite dans le cadre du dopage. La cellule progénitrice va fabriquer donc l'hémoglobine. Les locus, les gènes de l'hémoglobine se trouvent dans le chromosome 11 et le chromosome 16. Dans le chromosome 11, c'est le locus de la forme de l'hémoglobine, de la globine dite bêta, et dans le chromosome 16, le locus est de la globine dite alpha. Donc c'est le chromosome 11, si vous vous souvenez, donc chromosome 11 que se situent les petites modifications dont on a parlé tout à l'heure en ce qui concerne le fœtus ou ce qui concerne également la minorité des types hémoprotéines, hémoglobine de type bêta, de manière minoritaire. 2%. L'hème de l'hémoglobine se situe bien, de manière bien précise et avec une forme bien précise au niveau de chaque globine. Donc c'est une protéine qui possède donc 4 M, donc 4 possibilités de fixer 4 oxygènes. Si l'orientation de l'hème, qui est une molécule, qui est un groupement prosthétique, n'est pas correcte, l'hémoglobine ne fixera pas donc d'oxygène. Donc ceci est absolument important à savoir. La formation de l'hémoglobine et de manière très précise permet ou non la fixation de l'hème. Et c'est l'hème, à l'intérieur de l'hème, vous avez un atome de fer qui peut, lui, s'oxyder ou se réduire en fixant l'oxygène. Quand il est sous forme réduite ferreux, il ne peut pas fixer l'oxygène, il est saturé en oxygène. Quand il est sous forme ferrique, il peut fixer une molécule de dioxygène. Donc le groupement LEM est un groupement prosthétique. On en dénombre un par chaîne de la globine, donc 4 au total. 300 millions d'hémoglobines par globule rouge, on l'a vu tout à l'heure, avec chacune 4 molécules d'oxygène par hémoglobine. Donc chaque globule rouge a la possibilité de fixer 1,2 milliard molécules d'oxygène.
pour le volume total de sang, qui est entre 5 et 6 litres de sang par individu, pour un homme d'environ 65 kg. L'hème est donc un groupement prosthétique qu'on appelle également une protoporphyrine, qui contient l'atome ferreux, Fe2+. L'atome ferreux, c'est lui le responsable de la couleur rouge du sang, quand il est sous forme ferreux. Quand il est sous forme ferrique, sa couleur change. Attention, c'est l'atome de fer qui donne la couleur rouge au sang. Soit le sang veineux qui est moins rouge que le sang artériel, dans lequel on trouvera majoritairement de l'hème avec un atome ferreux sous forme Fe3+, et dans les artères, nous trouverons un atome plutôt ferreux qui a fixé l'oxygène, un atome de Fe2+. La structure primaire de chaque chaîne de globine forme des segments hélicoïdaux. La structure primaire, c'est-à-dire la succession d'acides aminés. 8 segments hélicoïdaux, donc c'est des segments de type hélice alpha, notés de AAH, chaque segment noté de AAH. Les histidines E7 et F8, comme vous pouvez le voir sur le schéma juste en dessous de vous, le schéma, vous pouvez voir que c'est les histidines l'histidine F8 qui sont dans la globine et l'histidine E7 qui sont dans la même globine, qui eux forment des liaisons avec l'hème ou cette protoporphyrine. Et donc elle doit être absolument bien orientée. Si il y a un problème au niveau de l'histidine F8 ou de l'histidine E7, et donc la formation de l'hème ne peut pas venir se fixer à l'intérieur de chaque globine, et donc l'oxygène ne pourra pas bien se fixer. Cela existe, c'est des pathologies qui existent. Dans ce schéma, on peut absolument voir comment vient s'encastrer, comment va s'insérer l'atome, la structure protoporphyrinique de l'hème à l'intérieur de chaque globine. Et vous voyez qu'elle est bien orientée du fait de la liaison avec les histidines F7 et E8. Dans cette structure, qui est la structure de l'hème de l'hémoglobine, d'autres molécules peuvent venir se substituer à l'oxygène au niveau de l'atome de fer. Par exemple, le monoxyde d'azote ou le monoxyde de carbone, NO ou CO, qui peuvent venir se substituer et empêcher donc l'oxygène de se fixer sur l'atome de fer. Lorsque nous sommes dans des environnements dans lesquels il y a ces gaz, c'est des gaz toxiques. Et donc la respiration ne peut pas se faire puisque l'atome de fer ne peut pas fixer l'oxygène. Il y a une affinité, donc une force de liaison plus importante pour le monoxyde de carbone et le monoxyde d'azote au niveau du fer. Et donc l'hème ne peut plus fixer l'oxygène. Donc c'est un manque d'oxygène, donc une asphyxie ou une hypoxie, manque d'oxygène, hypoxie. Nous le verrons dans le cadre de l'intoxication en monoxyde de carbone. Combien nous avons de fixation d'oxygène par hémoglobine? Vous savez qu'il existe donc 4 oxygènes. La stoichiométrie, le nombre de molécules d'oxygène qui sont fixées par hémoglobine, est de 4. Hémoglobine plus 4O2 va nous donner une molécule qu'on appelle l'oxyhémoglobine, HbO2 4 fois. C'est une réaction qui est réversible, mais plutôt en faveur de la formation de oxyhémoglobine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une des formes également du CO2 qui va se fixer sur l'hémoglobine peut exister, ce qu'on appelle des carbamates. Comment se fixe le CO2? Il ne se fixe pas sur l'hème. Il se fixe
pour certaines hémoglobines et de manière très minoritaire, nous le verrons, par le groupement carboxyle et groupement amine terminal de la globine, puisque c'est une protéine, donc elle a un groupement carboxyle terminal et un groupement amine terminal, pour former de manière réversible HBN2, HBNH deux fois, plus le CO2, va nous donner HBNH-CO-, qui est une carboxyhémoglobine, plus des protons. Donc augmentation de l'acidité ou augmentation de l'acidité du milieu, c'est-à-dire le pH diminue. Cette formation est sous forme de carbamate. Nous allons le voir par la suite également. C'est important. Nous avons dit tout à l'heure que l'hémoglobine, dans la concentration d'hémoglobine dans le sang est de l'ordre de 15 grammes. Il faut savoir que chez la femme, il est plutôt inférieur de 13 grammes par 100 ml de sang. Nous allons définir deux valeurs importantes qui sont deux paramètres importants que sont le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine ou la quantité maximale d'oxygène que peut fixer l'hémoglobine. Ceci s'appelle le pouvoir oxyphorique et la quantité maximale d'oxygène. Qu'est-ce que le pouvoir oxyphorique? Le pouvoir oxyphorique, c'est le volume maximum que peut fixer 1 gramme d'hémoglobine. Je répète, c'est le volume maximum que peut fixer 1 gramme d'hémoglobine, c'est le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine. La normale est de l'ordre de 1,39 ml d'oxygène que peut fixer 1 gramme d'hémoglobine dans le cadre normal. Toute variation de ce pouvoir de l'hémoglobine se traduit par une hémoglobine qui n'est pas bonne, une hémoglobine qui ne permet pas une bonne respiration, dans le cadre de certaines pathologies. La quantité maximum d'hémoglobine que peut fixer, la quantité maximale d'oxygène que peut fixer l'hémoglobine qui est contenue dans 100 ml de sang, c'est quoi? C'est la concentration d'hémoglobine que multiplie le pouvoir oxyphorique. 15 grammes que multiplie 1,39 nous donne à peu près 20,8 ml d'oxygène que peut fixer de manière maximum 100 ml de sang. Je répète, 20,8 ml d'oxygène que peut fixer 100 ml de sang. On peut mesurer ces différentes molécules dans le sang, que ce soit l'oxyhémoglobine ou la carboxyhémoglobine. Il suffit simplement d'avoir un spectrophotomètre dans lequel on va introduire dans notre doigt, par exemple, entre deux diodes, une diode émettrice et une diode captrice, et on va pouvoir déterminer la concentration d'oxyhémoglobine ou de carboxyhémoglobine. Ça nous donne une idée, simplement une idée, de la capacité de notre sang à fixer l'oxygène. Cela peut être très important dans le cadre de certaines déficiences respiratoires. On peut également, grâce à un saturomètre fœtal, c'est un oxymètre fœtal, voir est-ce que le bébé, est-ce que le fœtus, l'embryon, respire correctement. Il suffit de mesurer au niveau du placenta, par un spectrophotomètre, la quantité d'oxygène qui est fixée par l'hémoglobine. Vous savez qu'il existe parfois des enroulements ou des nœuds qui se forment au niveau du placenta qui peuvent être fatals pour le fœtus. Il faut donc parfois retourner le fœtus dans le ventre de sa mère pour dénouer le placenta. C'est le saturomètre qui nous donne cette capacité à ce que l'oxygène soit fixe sur l'hémoglobine. Détaillons un peu l'équation de fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Nous avions vu tout à l'heure que une molécule d'oxygène, qui est tétramérique, je vous le rappelle, auquel on rajoute 4 oxygènes, puisque vous avez 4 M par molécule d'hémoglobine, va nous donner une molécule dite appelée oxyhémoglobine, HbO2 4 fois.
C'est une équation réversible, on peut la lire des deux côtés. Quand nous sommes à l'équilibre, je dis bien à l'équilibre, et toute équation à l'équilibre, on peut déterminer la constante K d'équilibre, dans lequel nous avons au numérateur le produit de deux concentrations, la concentration de l'hémoglobine que multiplie la concentration de l'oxygène à la puissance 4, sur la concentration de l'hémoglobine O2 4 fois. C'est une constante parfaitement équilibrée. Lorsque nous traitons cette équation de manière mathématique, je ne rentre pas dans les détails du traitement mathématique de cette équation. Au bout du compte, nous avons une courbe, une fonction de la forme y est égale à la PO2 à la puissance 4 divisé par PO2 à la puissance 4 plus P50 à la puissance 4. La PO2, c'est la pression partielle d'oxygène, puisque nous ne pouvons pas parler, et vous le savez, de concentration, mais de pression partielle. C'est une fonction sigmoïdale. Y, égale pression partielle de l'oxygène à la puissance 4 sur pression partielle de l'oxygène à la puissance 4 plus une P50, c'est un facteur qui est sorti du traitement mathématique, P50 à la puissance 4. Dans le schéma en face de vous, cette courbe apparaît, cette courbe de l'hémoglobine, de la saturation de l'hémoglobine, apparaît de manière sigmoïdale, comme le prédit la fonction. La saturation Y dans l'axe des ordonnées, en pourcentage, sur, en axe des abscisses, la pression partielle de l'oxygène, en torr, en millimètres de mercure, en centimètres d'eau ou en pascal. Vous avez donc une courbe sigmoïdale. Qu'est-ce que cette courbe sigmoïdale traduit? C'est une courbe très importante de la saturation de l'hémoglobine par l'oxygène. Elle montre deux choses. Dans une première partie, lorsque la pression partielle de l'oxygène est faible, c'est-à-dire nous sommes dans la partie veineuse, nous sommes proches des tissus, la pression partielle de l'oxygène est faible au niveau des tissus, l'hémoglobine ne veut pas se saturer, ne se sature pas, ne fixe pas l'oxygène. Lorsque nous sommes, au contraire, dans la partie artérielle, c'est-à-dire proche des poumons, l'hémoglobine fixe plus d'oxygène. Et au milieu, nous sommes à une pression particulière, à 0,5 ou 50% de saturation, nous sommes à une pression bien particulière de 26 torr, ou 26 mm de mercure. C'est la P50. C'est la pression dans laquelle vous avez la moitié des hémoglobines saturées et l'autre moitié non saturée. Je répète, c'est la pression de demi-saturation. La P50 est la pression de demi-saturation. Quand on compare la courbe de l'hémoglobine avec cette partie sigmoïdale, quand on la compare à une autre molécule qui est la myoglobine, c'est-à-dire une molécule que l'on trouve dans les muscles et qui, elle aussi, fixe l'oxygène, la myoglobine muscle. La courbe de la myoglobine en saturation est complètement différente de la courbe de l'hémoglobine. Regardez, la myoglobine a de faibles pressions partielles de l'oxygène. Rapidement, nous atteignons la demi-saturation, rapidement, alors qu'il faudrait une pression partielle d'oxygène relativement élevée pour avoir la demi-saturation dans le cadre de l'hémoglobine. Cela est intéressant car la myoglobine a une affinité beaucoup plus rapide, beaucoup plus importante que l'hémoglobine dans la partie veineuse. Tout oxygène fourni au muscle par l'hémoglobine est capté par la myoglobine immédiatement. Il n'y a aucune perte. Immédiatement, vous avez 50% de saturation et rapidement, c'est une courbe parabolique. Rapidement, vous avez une saturation. Donc la pression de demi-saturation, qui est un paramètre extrêmement important, nous parle d'une pression partielle en oxygène
la pression de demi-saturation et la pression partielle en oxygène, dans laquelle vont exister à la fois 50% de forme oxygénée de l'hémoglobine et 50% de forme désoxygénée. C'est un paramètre important que vous devez retenir, puisqu'on va parler dans les cas pathologiques des variations de la pression partielle dans le cadre d'hémoglobines qui ne fonctionnent pas très bien, qui sont dans les cas pathologiques. La myoglobine, elle, a une fonction parabolique. Sa P50 est égale à 1 torr, c'est-à-dire il suffit simplement d'avoir très peu d'oxygène, la pression partielle d'oxygène de 1 torr, pour atteindre rapidement la saturation. Alors que l'hémoglobine, sa P50 est de 26 torr. Ou bien on peut également dire que la myoglobine a une affinité beaucoup plus importante pour l'oxygène que l'hémoglobine, dans les faibles zones, dans les faibles parties, dans la partie veineuse dans laquelle la pression partielle est relativement faible, en oxygène. Cette courbe-là, on la retrouve, c'est cette courbe sigmoïde. Voici la saturation de l'hémoglobine O2 en pourcentage, c'est la même courbe que tout à l'heure, et la pression partielle en kilopascal d'oxygène dans les différents tissus. Quand les tissus sont actifs, vous avez une pression partielle, l'oxygène se raréfie, l'hémoglobine refuse de fixer l'oxygène. Quand, au niveau des poumons, quand l'oxygène est relativement important, en pression partielle, l'hémoglobine le fixe beaucoup plus facilement. Cette forme sigmoïdale de la courbe est importante, elle détermine l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Et elle varie avec les conditions environnementales. Le pH, par exemple, modifie la P50. La présence de l'autre gaz, le dioxyde de carbone, modifie l'affinité de l'hémoglobine, modifie la P50, vers la droite ou vers la gauche. La courbe existe, mais la P50 est déplacée vers la droite ou vers la gauche, nous allons le voir très bientôt. La méthémoglobinémie, c'est-à-dire quand il y a du fer et l'hème devient ferreux, il refuse de fixer l'oxygène, vous avez une variation de l'affinité. L'affinité diminue de l'hémoglobine pour l'oxygène. Dans le cas de maladies, la drépanocytose, par exemple, dans le cas des hémoglobines de la forme falciforme, c'est-à-dire des formes en lune, en croissant de lune, c'est une maladie. Également, l'hémoglobine ne fixe pas correctement l'oxygène. Donc c'est une déficience en oxygène, une hypoxie. Et puis nous allons voir également les intoxications en monoxyde de carbone. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche énormément les pays africains et certains pays du sud-est asiatique.